Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le replay du live de vendredi à midi. Je le mets en haut à droite si vous l'avez loupé, toujours très intéressant de reprendre la stratégie du gouvernement américain pour pouvoir accumuler près d'1 million de bitcoins sans dépenser le moindre dollar et sans que cela ne coûte $1 aux contribuables américains. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'actualité, comme on a l'habitude de le faire tous les lundis. Et des actualités, il y en a par-dessus la tête. Et j'ai cherché, vraiment, pour essayer de trouver des news négatives, des news qui pourraient potentiellement nous envoyer ou nous renvoyer dans un bear market dit anticipé. Eh ben, je ne les ai pas trouvées. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les relever demain. Je me suis tout simplement posé la question par rapport à ce que j'avais donc sous les yeux, s'il était possible ou pas pour Bitcoin, d'ici une quinzaine de jours, de pousser de près de 50%. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Marché traditionnel, ça marche très bien également. Et cryptoactif également, même si c'est assez difficile en ce moment de se lever le matin en regardant notre wallet cryptographique préférée. Et si vous voulez la télécharger, le site lesroisdubitcoin.com. Bon. On va passer très rapidement. Sur Bitcoin, je regardais quelque chose, notamment en 14 jours. Il ne se passe rien, pour être tout à fait honnête avec vous. On passe en délit, on est bien dans un range. Ici, bord de base, 78 775 $. Ici, borne haute, 95 000 $. Je veux, dans 2 jours, être au-dessus des 95 000 $. Ça ouvrirait la porte à 120 000 $ dans 15 jours et je vous explique pourquoi. C'est extrêmement simple. Vous passez en 14 jours et on a très exactement la King June ici qui fait office de support et vous avez ici la Tenkan. Et j'aimerais qu'on soit sur cette clôture de bougie en 14 jours au-dessus de la Tenkan. Et en fait, elle s'active le 12 mars, c'est dans 48 heures, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc certains, je l'ai vu sur Twitter, attendaient une news de Donald Trump. Ce serait quand même pas mal d'avoir une petite news de Donald Trump. Et bien effectivement, il n'a pas eu de news de Donald Trump hier soir. Le marché s'est dégradé algorithmiquement parlant. On le voit très très bien ici, soit dit en passant. Pourquoi ça baisse? C'est pas compliqué, parce que des gens vendent. Ils anticipent éventuellement une incertitude sur les marchés, notamment actions, avec un potentiel top, générationnel, une énorme bougie de volume avec près de 500 millions de dollars de liquidation ici longue sur ce marché. Alors certains diront 100 millions, d'autres diront 200 millions. Bon, c'est beaucoup trop, c'est toujours la même chose. Il faut bien à un moment donné aller péter du beurre. Et ça pourrait se faire bien plus rapidement qu'on ne le pense. Donc on a eu une magnifique pique ici, une pique de volume et tout de suite racheté par des whales. On le sait que les whales ont arrêté de vendre, donc on a bien vu qu'elles étaient dans leurs objectifs de plan, tout simplement. Donc il y a eu des whales qui vendaient, on l'a vu sur différents réseaux, notamment on-chain, on va pouvoir les reprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Et la question qu'il faut se poser, que tout le monde se pose finalement, est-ce que toutes les news, notamment de l'investiture de Donald Trump, ont été tout simplement pricées par Bitcoin? C'est ça la question qu'on pourrait légitimement se poser. Est-ce que ça y est? Est-ce que toutes les news ont été pricées? Et est-ce qu'on est donc bien ici dans un buy the rumor, sell the news? Il faut comprendre quelque chose de très important. On ne vend pas généralement sur la news. La news est souvent un pullback, ce qu'on appelle également un bear trap, si vous voulez. Pour pouvoir vendre les news, il faut tout simplement que celles-ci soient dites consommées. C'est ça qui est très important. Donc on sait qu'il y a une réserve de Bitcoin qui va être mise en place. Donald Trump a demandé à ses acolytes de pouvoir réfléchir à comment accumuler du Bitcoin de façon cohérente et d'ici à août 2025, avoir une proposition pour pouvoir mettre en place une action sur plusieurs années, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être à tout jamais. Je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est généralement lorsqu'on commence à consommer ces news-là, qu'on peut prendre tout simplement des profits, ou en tout cas que les grosses baleines prennent des profits. Donc il y avait un plan qui avait été joué, ce plan a été joué à plusieurs reprises. Vous avez d'ailleurs l'indicateur de Twenty ici, Invest 1, Invest 2, TP 110%, si vous suivez la stratégie 4 rois, TP2, TP3, vous l'avez ici, donc je vais vous le remontrer de façon... c'est complètement logique ici qu'on est sur des zones de prise de profit par rapport à une amplitude de Bitcoin qui est juste tout simplement folle. On a souvent tendance à penser que chaque jour qui passe oublie le passé. Non, il y a des gens qui ont acheté à 20 000 $, il y a des gens qui ont acheté à 17 000 $, il y a des gens qui ont acheté 36 000 $, il y a des gens qui ont acheté 42 000 $, et il est normal qu'ils sécurisent des positions
sur ces niveaux de valorisation. Il y a quelque chose aussi qui est super intéressant, que j'ai remarqué notamment sur Ethereum. On peut d'ailleurs recharger, alors j'ai rechargé sur mon billet, puisque je vous avais fait une vidéo il y a 15 jours. Alors c'est directement corrélé à Ethereum, parce qu'il s'agit ici de Lido, et je vais vous le montrer juste après. Ben, vous voyez qu'on est sur une moyenne mobile 20 périodes en trimestriel, et ça fait naturellement office de support. Naturellement office de support. Honnêtement, c'est chirurgical, j'ai presque envie de dire. Donc, est-ce qu'il faut le vendre ici, Ethereum? Honnêtement, je pense pas. Donc, on a un dernier play à aller chercher sur Ether par rapport à une construction d'un long qu'on avait décidé ensemble il y a plusieurs mois. Ça nous coûte, soit dit en passant, du pognon, ce long actuellement. Donc, on avait un investissement ici, investissement 2 ici, et la construction d'un long aux alentours des 1600, 1750 dollars à peu près sur Ethereum, sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond trimestrielle. Donc, on avait monté exactement le même play ici, ça a été beaucoup plus violent, on a réussi à choper 2. Ici également, on arrive à en choper 2, sauf que je n'ai pas du tout la même similitude de news par rapport à mars 2023 vis-à-vis d'ici mars 2025. Alors, est-ce que c'est le mois de mars? Il est censé être plutôt bullish, ce mois de mars, jusqu'à preuve du contraire. Donc, j'ai quand même bon espoir de voir une réaction au niveau de ce marché. Et surtout, par rapport au fait qu'actuellement, des Wells accumulent massivement de l'Ethereum. Alors, est-ce qu'il y a un désengagement? C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que des gens, plus que des raisons, vendent parce qu'ils savent quelque chose que moi, je ne sais pas? S'il y a un désengagement et que vous souhaitez le jouer, à ce moment-là, on ne joue plus ici le tenir, mais on joue ici le partir, et il faut tout simplement partir. Un vendeur, qu'est-ce que c'est? Une personne, pas forcément qui capitule, mais qui décide de vendre, c'est qu'il a l'intime conviction de sa perception par rapport à la visualisation qui se fait du marché, qu'il va avoir l'intime conviction de racheter moins cher. Si c'est ce que vous pensez, pourquoi pas le jouer? C'est toujours pareil. Maintenant, en termes de risque-récompense, c'est un petit peu dommage de vendre de l'Ethereum à 2000 dollars, même si celui-ci peut tendre jusqu'à zéro, bien évidemment. Mais on est plutôt ici dans une zone de discount plutôt qu'une zone de premium par rapport au flux précédent. Voilà. J'espère que cette première base de travail vous conviendra. Il faut juste comprendre ici qu'il y a des news qui sont extrêmement puissantes, extrêmement catalysantes, et j'ai comme un doute que le marché l'ait pricé. Je pense qu'il price autre chose actuellement le marché, et on va le reprendre ensemble ici. Bon, c'est parti avec Twitter. On commence avec Journal du Coin. Pourquoi? Parce qu'ils ont parfaitement bien résumé l'approche de Jérôme Powell. Je vais vous la résumer en une phrase. On ne sait pas trop, il va falloir attendre par rapport aux incertitudes qui sont notamment poussées par la politique de Donald Trump. Donc en gros, il ne s'est strictement rien passé lors du discours de Jérôme Powell. Il s'est encore moins rien passé par rapport à une heure plus tard, le discours de Donald Trump. C'est que brosser dans le sens du poil, soit dit en passant. Donc pas réellement d'impact sur le marché jusqu'à preuve du contraire. Une autre news qui est très intéressante, Donald Trump déclare que les États-Unis gagneront des centaines de milliards de dollars grâce aux droits de douane et deviendront si riches que vous ne saurez plus où dépenser tout cet argent. Je ne sais même pas s'il le croit réellement, hein. Là, pour le coup, on le sait, les taxes de douane ont été mises à différentes périodes de l'histoire et ça n'a jamais été croissant, ça n'a jamais été bénéfique pour un pays, hein. Ça, vous pouvez reprendre toute l'histoire de l'économie mondiale, notamment sur les principales grandes puissances. Les taxes de douane freinent les exportations, freinent l'innovation, freinent la croissance, freinent tout ce que vous pouvez mettre dans le mot freine, en fait, hein. Ça freine tout, en réalité. Donc je ne pense pas que que les taxes de douane permettront aux Américains de gagner des centaines de milliards de dollars, de tout ce que vous voulez. Il faut, il faut juste comprendre ici qu'on a une capacité, et ça c'est comme ça, on peut s'en passer, hein. Je ne sais pas si vous avez acheté un Huawei il y a quelques années en arrière, lorsque vous n'aviez malheureusement plus la possibilité d'avoir du Play Store, et que vous vous êtes retrouvé sur Harmony. Donc on ne pouvait plus utiliser Google, on ne pouvait plus utiliser YouTube, on ne pouvait plus utiliser machin, etc. Sans être constaté qu'il y a plus d'un milliard de personnes sur la planète qui sont contentes, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, effectivement, se reposer sur ses acquis et sur sa domination technologique, stratégique, tout ce que vous voulez, hégémonique, ça a un sens. Mais partez du principe que je n'ai jamais infini, et au grand jamais infini. Donc, je ne pense pas, très franchement, qu'il croit à ce qu'il est en train de dire. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il cherche à faire en nous disant ça. Mais ma foi, si ses électeurs le pensent, bah pourquoi pas, hein. Ça permet tout simplement d'un petit peu rassurer la population et les marchés. Ça, c'est aussi une news intéressante du côté de Donald Trump qui nous explique qu'il a acheté pour près de 20 millions de dollars partagés entre Ethereum et Bitcoin sur les 4 derniers jours. Ça fait monter quand même pas mal le package par rapport à son entreprise cryptographique DeFi 3.0 si vous voulez. Il utilise tout simplement les fonds de Trump, hein, de son même coin, pour pouvoir acheter ce type de choses. Donc je ne pense pas que ça vienne directement de son portefeuille dit personnel, ça reste sa fiducie, ou en tout cas sa corporation.
Et bah, il semblerait qu'il soit plutôt bullish sur ce type de crypto-monnaie. Moi, ce qui m'intéressait de savoir s'il achète réellement de l'Ethereum. Oui, près de 10 millions de dollars. Et du Bitcoin, oui, pas plus tard qu'il y a 2 jours aussi, 10 millions de dollars. L'écho, c'est peut-être ça qu'on est peut-être en train de pricer actuellement. Ces fortes incertitudes, notamment du côté européen, vis-à-vis de la réponse du désengagement américain. Les 27 approuvent, c'est historique, un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer rapidement l'Europe. Bon, qui c'est qu'attendait ça? Qui c'est qu'attendait la planche à billets? Eh ben, elle est là. Félicitations, elle vient d'arriver. C'est validé, c'est cohérent, c'est tout ce que vous voulez. On commence à sortir les petits termes comme on passe en économie de guerre, passe en économie de défense. Qui va se battre pour dire on est en économie de guerre, en économie de défense? J'en ai pas la moindre idée. La seule chose en fait que ça permet, ce type d'événement, ça permet de s'affranchir des règles de Maastricht, notamment sur le déficit de PIB, le déficit commercial, de tout ce que vous voulez. Mais il n'y a plus de règles. Voilà, on passe en économie de guerre ou en économie de défense si vous voulez. Je vous laisserai prendre le terme qui vous convient le mieux et qui vous représente aujourd'hui le mieux par rapport à votre représentation émotionnelle. Mais grosso modo, tous les cadres de déficit public, tous les cadres de je dois rembourser, tous les trucs de ça, on le balaye d'un retour de manche. Ça s'appelle la planche à billets et c'est exactement ce que beaucoup attendaient pour pouvoir voir nos petites crypto-pépites se réengager. Or, vous le comprenez bien, les premières entreprises qui en profitent, quelles sont-elles? Les entreprises de défense. Et en particulier, on peut parler de Thales ici. Thales, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça reste une entreprise française, assez intéressant. Je vais essayer de la reprendre, Thales, sur Euronext. Voilà, Euronext Paris, formidable. Terminé, c'est pricé. C'est un petit peu comme Bitcoin par rapport aux annonces. Le marché, en réalité, va se déplacer d'une façon assez violente par rapport à des annonces qui ont été peut-être pas dans la précipitation, mais par rapport au montant, on sait tout. On a le montant, on a les conditions, on a la vitesse, il faut le faire le plus rapidement possible. Bah, le marché se déplace de façon extrêmement rapide. Thales en a profité, Dassault Systèmes en a profité, beaucoup d'entreprises européennes, notamment basées sur la défense et l'armement, en ont profité. Je rappelle ici, même si très loin derrière les États-Unis, la France fait partie fait pas partie, est le deuxième exportateur d'armement au monde, 44% à peu près pour les Américains, un peu moins de 10% pour la France, suivi de relativement près par XY, etc. La Russie en troisième position, on pourra même la citer ici en termes d'exportation d'armement. Il y a quelque chose aussi qui m'a un petit peu surpris dans cette annonce, c'est cette capacité de devoir réarmer de façon rapide dans l'urgence l'Allemagne. Bon, encore des traités qui avaient été signés et potentiellement, par ceux qui les signent, sont peut-être bafoués, puisque ça avait été la der des der, en 1945. Les traités empêchaient, en tout cas en grande partie, de pouvoir s'armer pour l'Allemagne, qu'il soit une nouvelle fois un danger. Alors, est-ce qu'il y a prescription? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y a une tension? De toute manière, aujourd'hui, moi, je suis plutôt pour, effectivement, le parapluie atomique français. Filer le bombe atomique à tout le monde, à tous les Européens, et comme ça on réglera l'histoire. Si jamais ça part en cacahuète, on n'aura plus vraiment mal aux dents, j'ai envie de vous dire. Donc je me dis que d'avoir cette puissance stratégique française ici, et pour pas en faire profiter nos amis, frères européens, je trouve que c'est un petit peu de l'hypocrisie. Moi, je serais plutôt pour mettre effectivement un parapluie ou un rideau de fer, si vous voulez, autour de l'Europe avec l'arme nucléaire et que d'un traité, alors là, il expliquait que la France aurait toujours le dernier mot, etc. Je trouve ça un petit peu dommage. Pourquoi pas donner la possibilité de pouvoir à tout Européen de pouvoir se défendre en usant et en utilisant l'arme atomique. Ça, ce serait un vrai pas en avant par rapport à une Europe dite fédéraliste. Et ici, je pense que c'est le chemin, comme je vous l'avais déjà expliqué il y a bien des années, qu'on est en train de prendre. Et ces étapes-là, ils font partie. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les montants, c'est la planche à billets qui devrait se déverser sur les marchés actions. On est en train de l'observer actuellement. Et pourquoi pas repartir sur des marchés un petit peu plus risqués. Et ce risque sera cohérent par rapport à la désescalade du conflit, notamment en Russie. Et je vais vous partager quelque chose, pas plus tard que hier. J'étais à la salle de sport et j'ai discuté avec un Russe. La salle de sport pendant un peu plus d'une demi-heure. Et en réalité, la moralité de cette histoire et de cette conversation a été la suivante. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que la Russie a bien pu faire aux Européens pour qu'ils le détestent autant? Même lui ne comprend pas cette animosité européenne vis-à-vis des Russes. Alors, il ne suit pas nécessairement les informations européennes, il ne suit pas les informations francophones, il n'a pas BFM TV ou encore CNews. Mais comprenez-le comme ça, il ne comprend pas cette animosité qui a été créée et montée de toutes pièces de l'Europe contre la Russie. Bon,
il a essayé de m'expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé sur les 70 dernières années. Et c'est plutôt la Russie qui a fait beaucoup d'efforts par rapport à son explication vis-à-vis de l'Europe pour pouvoir continuer, nous, à prospérer en tant qu'individus et en tant qu'administrés européens, plutôt que le contraire, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et bah, je me suis dit, oui, effectivement, là-dedans, c'est assez intéressant cette polarisation par rapport à ce que tu es en train de m'expliquer vis-à-vis de ce que je suis en train, moi, de lire ou potentiellement d'essayer de me faire ressentir par rapport à une forme d'animosité qu'on peut avoir vis-à-vis du peuple russe tout entier. C'était assez intéressant de pouvoir échanger quelques minutes avec ce jeune homme. Mais maintenant, ce qui est fait. Est-ce qu'on va s'embarquer dans une guerre incontrôlée? Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Je continue avec d'autres news qui sont extrêmement pertinentes, soit dit en passant. C'est celle-ci. Coindesk. L'OCC déclare que les banques peuvent se lancer dans les gardes de la crypto et dans certaines activités liées au stablecoin. Honnêtement, c'est exactement ce qui avait été proposé, notamment vis-à-vis de Mika. C'était dans mai-novembre 2022 par rapport à janvier 2025. Donc là, c'est validé hein, du côté des États-Unis. Toutes les banques, ou en tout cas les plus grosses banques, vont pouvoir directement avoir et pouvoir détenir des crypto-monnaies pour leurs clients, bien évidemment, pour faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de martingales qui sont en train de se poser autour de Bitcoin. Pour moi, ça reste très positif, ça reste très bullish, même si on finira par se prendre un retour de flamme. Et je ne pense pas que le retour de flamme soit actuellement en cours. Je pense que ce sera bien plus tard et sur des niveaux de valorisation avec un malentendu bien plus extraordinaire qu'on ne puisse le penser ici. Donc ça encore, c'est une super nouvelle, c'est une formidable nouvelle. Je partage et je retweete des choses. Par rapport aux indicateurs maxi bullish, si j'ai envie de vous dire, on peut peut-être les définir comme ça. Un signal sur 3 backtest, jamais 203. Ici, explose, ici, explose. Bon, effectivement, le Twittos est un maxi bull. Il essaye de renforcer ses billets, et c'est important de les renforcer le billet, mais censé de constater que bah, ça existe. Moi, j'ai envie de dire, apporter des choses qui sont pas forcément vraies ou qui sont trafiquées ou qui sont malmenées. Bon, est-ce que c'est bien? C'est un petit peu comme le peace circle, ma foi, ça marche. C'est un petit peu comme la cyclicité, ma foi, ça marche. Actuellement, on n'est pas sorti du cycle des crypto-monnaies, donc je vous l'avais rappelé la semaine dernière. Est-ce que oui ou non, il faut réellement dire aujourd'hui c'est différent, c'est vraiment différent? Tout porte à croire qu'on essaie de nous le faire croire. Eh oui, c'est ça. C'est ça qui n'est pas différent, hein. C'est que tout porte à croire qu'on essaie de nous le faire croire. Je continue avec d'autres informations qui sont très pertinentes. Au niveau des accumulations, des adresses, notamment Bitcoin Growth, donc les whales ici, l'accumulation n'a jamais été aussi importante. C'est du jamais vu. Je vous le dis franchement. Alors oui, est-ce qu'il y a un changement de main entre des instituts, entre des hedge funds qui prennent des positions, qui vendent des whales, qui accumulent, etc. Encore faut-il comprendre que cette volatilité vis-à-vis de Bitcoin est complètement connue et acceptable, puisqu'il n'y a pas réellement des drawdowns de 80% jusqu'à preuve du contraire. De plus en plus capitalisés, effectivement, bah, ces informations-là doivent renforcer un billet plutôt bull plutôt que bear, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, c'est dans cette logique que je m'inscris personnellement. Vous avez exactement la même chose ici par rapport au holder long terme. Donc oui, il y avait une dégradation, puisqu'une augmentation au niveau des prises de profit, généralement dans des envolées lyriques, hein, on peut les voir ici, changement de main complètement fou, ici ça monte, on vend, ici ça monte, on vend, et puis bah maintenant on a arrêté de vendre, donc est-ce que ça y est, c'est la dernière, on arrête de vendre, et puis maintenant on va redéplacer la valeur? Pas complètement impossible. Peut-être qu'après-demain, on aura une très très bonne nouvelle dans ce sens-là. Une autre nouvelle, plutôt sympathique, alors c'est pas forcément par rapport au montant, mais plus par rapport à la dimension. MicroStratégie français lève 600 bitcoins, une première historique. La petite partie le critique, c'est qu'il ne l'a pas, Alexandre Lézé, via Blockchain Group, ne l'a pas levé en dollars, ne l'a pas levé en euros, ne l'a pas levé en stablecoin, il l'a bel et bien levé en bitcoin. Donc il a transformé les obligations qu'il a levées en bitcoin dans les sports, d'en mettre un rendement. Alors, je réexplique un petit peu l'histoire de l'entreprise, développement blockchain, intelligence artificielle. Vous mettez tous les trucs un peu narratifs, ça marche, voilà, RWA et tout ce que vous voulez. C'est juste, en fait, l'idée de cette martingale de pouvoir créer un effet de levier sur une entreprise via des obligations convertibles. C'est pas forcément un Ponzi, mais c'est plutôt se reposer sur une trésorerie qui est directement créée ou artificiellement constituée via des appels de fonds transformé en obligation et la possibilité de sortir soit en Bitcoin, soit en action. Voilà, donc si l'entreprise surperforme, vous changez en action. Si l'entreprise ne surperforme pas, à ce moment-là, vous avez la possibilité de le sortir en Bitcoin. Ça, je pense que ça va être un des principaux catalyseurs d'un FOMO généralisé par rapport à les entreprises qui vont s'y mettre.
Et ça peut passer par deux grands événements. Le premier événement, c'est la poursuite de la taxation des rachats d'actions, notamment sur le sol américain. Biden l'avait proposé, je ne sais même plus s'il l'avait fait. Trump avait dit que c'était de la folie, mais je ne sais plus trop où est-ce que c'en est actuellement. Et si ça permettrait d'avoir des avantages fiscaux, comme on l'avait appelé la semaine dernière, ici, pour pouvoir s'exposer sur Bitcoin en tant que privé, en tant qu'entreprise privée, via des free tax, en mettant en place cette martingale qui a été proposée notamment par MicroStrategy, c'est d'utiliser sa propre trésorerie pour pouvoir spéculer sur une réserve de valeur en Bitcoin avec différents moyens, différents leviers, différents narratifs derrière. Ça permet de passer des contrats en Bitcoin, passer des trucs. Je ne sais rien, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je pense que ça peut être une magnifique martingale. Et ça, clairement, puisqu'on ne l'a pas encore constaté, ça ne peut pas être bien sûr pricé dans le prix. Mais il faut juste ici comprendre que si une entreprise le fait, si deux entreprises le font, si les Japonais également l'ont fait, si toutes les entreprises du monde commencent à le faire, ça va devenir franchement intéressant, puisque on comprend bien ici que l'eau du moulin n'est pas infinie. C'est 21 millions de litres en réalité. Et tout le monde ne pourra pas boire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On continue avec une autre news. Ici, nous sommes en quelque sorte le MicroStrategy européen. Ouais, je voulais peut-être vous montrer un truc là-dedans qui me faisait un petit peu sourire. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Par rapport au rendement. Voilà. Donc voilà, ici, dans le cas de MicroStrategy, par exemple, la dette convertible a permis aux détenteurs de la dette de réaliser des rendements supérieurs au Bitcoin, car il ne s'agit pas d'un instrument de dette traditionnel. Ils peuvent obtenir des rendements de plus 30%, voire plus 70% dans certains cas, en raison de la nature long terme de cette dette, qui présente un moindre risque. Donc en fait, elle est là, la martingale. C'est vous investissez non pas directement dans Bitcoin, mais dans une obligation qui est convertible en action via des effets de levier sur différents mécanismes, pas forcément très transparents, soit dit en passant. C'est ça qu'il faut comprendre. MicroStrategy aujourd'hui, Michael Saylor le dit ouvertement, long Bitcoin. Il long Bitcoin littéralement. Donc maintenant, est-ce que c'est un jeu par rapport à une gouvernance au sein d'une entreprise privée, même si côté aujourd'hui, est-ce qu'on connaît les effets de levier? J'en ai pas la moindre idée, mais partez du principe que ces entreprises, pour pouvoir booster du rendement et surperformer Bitcoin, il va falloir long le Bitcoin et mettre en place des stratégies d'arbitrage pour pouvoir se couvrir en cas de chute violente de Bitcoin. Actuellement, on ne l'a pas encore. En tout cas, il n'y en a pas les premiers stigmates. On continue avec Elon Musk qui affirme que l'armée ukrainienne s'effondrerait s'il leur retirait le système Starlink. Apparemment, c'est un FUD qui était passé vis-à-vis de l'altercation qu'il y a eu avec Zelensky vis-à-vis du président Trump. C'était il y a à peu près une dizaine de jours de cela. Et il envoie des scuds monumentaux, notamment aux dirigeants européens, en passant par la Pologne, en expliquant qu'il faut se taire et que machin et que tout ce que vous voulez. Bon, j'ai presque envie de vous dire qu'on a déjà vécu cette situation. Et effectivement, si on commence à se mettre à dos un allié, et je vais vous parler du principal allié de l'Europe, c'était très exactement il y a encore 3 ans en arrière, c'était la Russie, notamment pour les ressources naturelles. Quand on commence à se mettre à dos des alliés, ça nous coûte très cher. Et il est vrai que si on commence à se mettre à dos des Américains par rapport à leur technologie que nous utilisons tous au quotidien, en commençant par Microsoft, Google ou encore Apple ou encore tout ce que vous voulez, Nvidia par rapport aux semi-conducteurs, c'est peut-être pas la bonne idée. Et vous comprenez ici que notre souveraineté européenne, je ne parle même pas ici de nationale, est complètement remise en cause par rapport à des stratégies d'urgence pour pouvoir rester dans une course, mais une course qui ne nous appartient pas. Et c'est en ça où aujourd'hui l'Europe n'a pas d'autre choix que d'envoyer 1000 milliards d'euros pour pouvoir se réarmer, pour pouvoir réinvestir dans les technologies. Vous allez voir la pondération du truc, ça va aller un petit peu dans la santé, un petit peu dans la technologie, un petit peu dans l'innovation, un petit peu dans les data, un petit peu dans l'IA, un petit peu dans le truc, et peut-être un petit peu dans l'armement, soit dit en passant. Ça a toujours été comme ça. 100% des fonds n'ont jamais été alloués directement par rapport à la proposition ici. Crypto, la réserve de Bitcoin des États-Unis, sous la présence de Donald Trump, pourrait se propulser BTC à $1 million. C'est pas moi qui le dis, ça c'est un célèbre Adam Back qui nous explique que la situation dans laquelle on est en train de vivre aux États-Unis n'a clairement pas encore été pleinement pricée par le marché. Voilà. Adam Back qui nous l'explique. Donc je suis assez content de l'avoir lu. On peut repasser par rapport à quelques whales qui continuent à accumuler, mais qui sont actuellement en perte. La baleine qui a ouvert une position sur Ethereum à 3223 est soupçonnée d'avoir liquidé, perdant possiblement 2,21 millions de dollars. Même les whales se font éclater la tronche, soyez rassurés par rapport à ça. Récemment, 7 adresses de baleines institutionnelles qui ont acheté de l'Ethereum sont à un point bas et a accumulé une perte flottante de 10 millions de dollars. Donc ça, tout ça, c'est on-chain, tout ça, on peut le voir. Donc ça permet un petit peu, pas forcément de se rassurer, mais de mettre un point sur quelque chose qui nous touche tous. C'est quand vous long et que le prix monte, vous gagnez. Quand on long et que le prix baisse, on perd généralement.
Voilà, la question à savoir, c'est jusqu'où où ça peut descendre pour que ces baleines-là, et puis on ne parle pas de petits montants, on parle de dizaines de millions de dollars, pourraient se faire liquider. Donc tout ça, c'est on-chain, on le voit. Et actuellement, si vous, vous n'allez pas bien, partez du principe que eux non plus ne vont pas bien. Peut-être qu'ils auraient peut-être mieux fait d'allouer leurs millions de dollars différemment. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire. L'Utah, l'Arizona, course à la réserve stratégique continue. C'est voté, c'est validé. Il y a un truc qui veut juste prendre en compte, c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle je vous donne cette news aujourd'hui, c'est que ça a été voté par rapport à un minimum de capitalisation. Ça va peut-être vous faire sourire. Probablement propice pour XRP, probablement propice pour Solana, probablement propice pour Ethereum. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Voilà, ici. Avec une capitalisation de 1,8 milliard de dollars, le Bitcoin est le seul actif éligible. En effet, les critères similaires aux autres textes d'Utah et de l'Arizona autoriseraient uniquement les actifs de plus de 500 milliards de capitalisation. Soyez patients, on va les envoyer. Maintenant, quid des paniers de crypto-actifs aussi? Parce que si vous avez un panier ou un produit structuré qui représente une capitalisation de plus de 500 milliards de dollars, est-ce que ça peut être intéressant? Bon, grosso modo, on rentre ici dans mon billet qu'il faut absolument choisir si vous voulez jouer ce bull run de façon plus, peut-être pas rationnelle, mais de la façon la moins opportune possible, peut-être se rediriger ou réallouer des capitaux sur des grosses capitalisations qui semblent être au fer de lance, si vous voulez, de ce all season. Et j'ai bien peur que le all season, sur pas mal de nos crypto-pépites préférées, a déjà eu lieu. On prend aujourd'hui Solana par rapport à ses points bas, c'est x20, quoi. Hein. C'est beaucoup quand même. Hein. Encore aujourd'hui, même x50 si on prend un all-time high. C'est quand même beaucoup d'argent. On continue avec ça. Je trouvais ça sympa. Définit la Banque centrale européenne octobre 2025, cible pour le lancement d'un euro numérique. Il sera programmable, confiscable, manipulable, matez tout ce que vous voulez, rétropédalable. Et tous les mots en able, vous les avez sur l'euro numérique. Et c'est prévu pour octobre 2025. Mais que se passe-t-il en octobre 2025 décidément? On a bien l'impression que tous les chemins tendent à octobre 2025. Donc là, sur le coup, vous allez dire, on n'en veut pas de leur poubelle. Je ne serais pas aussi catégorique que ça. Si on vous donne la possibilité, telle une Martagale, pour pouvoir soutenir l'effort européen de différentes manières que ce soit, que vous aviez la possibilité de bloquer des actifs, notamment Bitcoin ou Ethereum, au sein de la Banque Centrale Européenne, dans le but d'en avoir un rendement peut-être entre 4 et 6% annualisé, est-ce que ce ne serait pas quelque chose d'intéressant? Et en échange, vous avez des euros numériques. Et ces euros numériques, ces e-euros, vous allez pouvoir les transformer ou les mettre chez votre banquier. Ils n'auront pas d'autre choix que de les accepter pour pouvoir collatéraliser un bien immobilier, par exemple. Ce qui nous emmerde aujourd'hui, c'est bien ça. C'est qu'on ne puisse pas utiliser nos fonds comme on le veut. Mais je vous le dis tout de suite, nos euros, on ne peut pas les utiliser comme on veut. Je vous mets au défi aujourd'hui d'envoyer 20 000 dollars en Iran. Je vous mets au défi d'aujourd'hui de faire un virement de 20 000 dollars aux Émirats arabes unis. Je vous mets au défi aujourd'hui d'envoyer 20 000 dollars dans un pays euro, donc libellé en euros, à Malte ou en Estonie. C'est l'euro, hein, c'est l'Europe. Envoyez, appelez votre conseiller et demandez-leur d'envoyer 10 000 balles à Malte. Demandez-leur d'envoyer 10 000 balles en Suisse. Et en fait, vous comprenez bien que ça fait très longtemps qu'on est programmé, administré, tout ce que vous voulez en termes de l'euro aujourd'hui qu'on utilise sur nos unités de compte au sein d'un univers centralisé. Et c'est en ça que moi, j'essaye de plus en plus vous alerter. J'essaye pas forcément de m'en émanciper, puisque au fond, j'aurais pas vraiment le choix. Mais quitte à me programmer mes euros, quitte à m'empêcher de faire des virements à outre-Rhin, quitte à m'empêcher de faire tout ça, donnez-moi un peu de pognon. C'est ça en fait l'idée. Et c'est en ça qu'on va pouvoir éventuellement avoir un basculement par rapport à une adoption massive, d'abord initiée par des institutionnels, puis ensuite par du retail, mais ça ne changera pas grand-chose à la couleur et à l'idée, si vous voulez, qu'on pouvait se faire d'une monnaie complètement décentralisée, inviolable, infaillible, un machin. Ça existe, ça s'appelle un privacy coin. Vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez, encore faut-il avoir la possibilité de l'échanger. Côté Google Trend, il ne se passe rien sur ce marché. Tout le monde s'en fout. C'est peut-être pas le moment de faire venir des gens actuellement. Why not? Actuellement, on retombe sur des plus bas. On est en dessous des 10 en termes d'indice de notoriété. On avait déjà vécu ça, hein, soit dit en passant. C'était en avril, mai, juin 2017. Rappelez-vous, hein, par rapport à l'équipe rouge de la semaine dernière, on pourrait très bien ressentir ce type de choses. Encore faut-il avoir des news pas forcément catalysantes, parce que les bonnes news, oui, c'était pas plus loin que ce week-end que je vous les ai sorties. Et jusqu'à preuve du contraire, le Bitcoin a continué, dit, à se dégrader.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle ça va, c'est fini? Est-ce que c'est la raison pour laquelle c'est je ne pense pas personnellement. Je pense qu'il y a 2 étapes à avoir. Il faut avoir des objectifs temporalisés. L'objectif temporel que je peux vous donner encore une fois, mais encore faut-il, le valider, hein, c'est au niveau des contrats options. Vous avez le plus gros max paying price actuellement pour le 28 mars. Donc d'ici 15 jours, il faudra que ce soit fait d'ici 15 jours, aux alentours des 120 000 $. On se pose la question, est-ce que c'est possible de les atteindre? Aujourd'hui, je pense que non. Je pense que beaucoup pensent que ce ne serait pas possible, tout simplement. En tout cas, le plus rationnel voudrait dire que c'est pas possible. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a tant d'argent actuellement, plus d'1 milliard de dollars sur, sur ce strike price des 120 000 $, parce que ça coûte très peu cher par rapport à la volatilité précédente. Vous savez, les options calculent plusieurs choses, hein, non pas uniquement le temps ou le prix, mais également la volatilité passée sur une certaine période, donc 2 périodes particulièrement. Et actuellement, parier 120 000 $ dans 15 jours, c'est un tout petit peu trop osé, si vous voulez. Mais bon, Bitcoin nous a proposé bien pire que ça, hein, j'ai envie de vous dire, par rapport à des augmentations complètement effrénées. Et ça pourrait être fait peut-être sur une première étape d'ici 48 heures, 95 000 $. Je le vois, moi, par rapport à mes 14 jours, vis-à-vis de ma Tenkan ici sur Ichimoku Kinkoyo. Pas plus de choses ici à apporter, hein, de plus rationnel, même si ça peut complètement se valider, hein. Ce serait déjà une première étape. Et si ça vient à être validé, et vous savez qu'en une seule news de ce matin avec Donald Trump, ça peut complètement être fait, derrière, on pourrait pousser jusqu'à 120 000 $ en moins de 15 jours. Est-ce que je le joue? C'est possible à jouer. Je vous le dis en toute franchise, mais je ne le jouerai pas sur Bitcoin, puisqu'actuellement, il reste des lots à aller chercher, notamment le lot du 28 février, février dernier. Peut-être que je pourrais en prendre un là-dedans. C'est complètement possible. Mais comme j'ai déjà réinvesti sur Lido par rapport à un point que j'avais eu, et également sur Atom, on me posait la question, j'étais en train de reconstruire un long, je ne vous invite pas à faire de même, ça reste extrêmement risqué. J'ai d'ailleurs eu encore hier un commentaire pour dire mince, Atom c'est mort. Non, non, Atom c'est pas mort. Je vous l'avais noté ici, j'avais un premier point, j'ai un deuxième point, je l'ai pris. Donc oui, c'est probablement moi qui ai fait réagir ce cours, je ne sais pas. J'ai acheté, non, je plaisante, c'est probablement pas moi. Mais voilà, ça a été pris, j'avais un deuxième à prendre ici, donc j'ai reconstruit mon long et j'ai une invalidation aux alentours des 2,90. Voilà, pour avoir mon invalidation et mon exit. Si je dois me faire liquider, c'est aux alentours des 2,90 à peu près. On verra bien si oui ou non je me fais éclater ou pas ce nouveau long. Et si je me fais éclater, on attendra des réintégrations. Hein, je vous le dis franchement parce que il faut peut-être arrêter aussi de faire le con. Mais bon, si ça fait un truc comme ça, je pense que c'est mort. Voilà, je vous le dis en toute franchise. Là, on est sur des supports. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et rationnel, donc je tente d'acheter des supports. Actuellement, vous avez exactement la même représentation graphique capitalisée sur Ethereum. Je pense que c'est pas complètement délirant d'acheter encore une fois des supports. On est bien ici sur un support et ici on est sur une résistance. Je pense que la résolution de cette consolidation sera le nord. Je pense qu'on est encore très loin d'avoir vu de nouveaux sommets, mais tout porte à croire que peu aujourd'hui pensent qu'on va faire de nouveaux sommets. Donc l'objectif c'est toujours le même. C'est pas d'être bear ici. Enfin, si, c'est d'être bear ici pour pas que ça aille plus bas. Mais j'ai bien l'impression qu'on est suffisamment vert pour que ça aille, pour pas trop que ça aille beaucoup plus bas, même si on a toujours un pont aux alentours des 1007. Moi, je veux vraiment qu'on soit bear ici. Moi, je veux que ce soit la fin du monde ici, que plus personne n'y croit et que tout le monde s'en fiche. Voilà. Et je pense que ce sera peut-être encore une fois le contraire. Donc, prenons notre mal en patience. Est-ce qu'on aura la possibilité de sortir, si on veut réellement sortir de ce marché, pour aller chercher un tout petit peu plus haut? Tout porte à croire qu'il reste énormément de prises de liquidité à aller chercher, hein. Vous les voyez ici, tous ces lots qui sont en attente. Bon, généralement, on vient les chercher, ces trucs-là, hein. Je vous le dis, hein, tôt ou tard, hein. Alors, j'espère que ce sera plus tôt que tard, mais force est de constater qu'on est venu systématiquement les chercher. Est-ce qu'il y a de la prise de liquidité à faire? Est-ce qu'on peut enfin aller chercher ces gros clusters de liquidité? Ouais, il y en a, vous voyez, 120 000 $, on peut, je pense, aller les chercher sans aucun problème. Maintenant, il faudra surtout défendre ici, et je pense que ça va être défendu, hein. Ça a été mon play de la semaine dernière. Pour l'instant, ça semble se confirmer. Wait and see. Si vous voulez aller chercher la liquidité et si vous voulez retourner en mid-market, ça se passe sous les 70 000 $. Sinon, c'est direction les 200 000. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Moins d'actualité cette fois-ci, mais censé de constater que bien trop de choses sont bullish pour me laisser penser qu'on a peut-être, de façon prématurée, fini cet exode haussière sur le marché crypto.